Madame, Monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, pour la chronique politique Voix de fait, nous avons avec nous Didier Gauzoin, qui est ministre de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle à Bruxelles. Didier Gauzoin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Donc nous allons commencer par l'actualité du jour, à savoir la grève aujourd'hui qui a été à l'initiative de la CSC, la CGSP. Qu'est-ce que vous en pensez de cette initiative? Une grève, c'est évidemment toujours perturbant et beaucoup de citoyens râlent, et à juste titre. Mais d'un autre côté, il y a quand même un désarroi dans la société actuelle. Il faut bien reconnaître que les travailleurs, de manière générale, on les pressurise. On voit ce qui se passe chez Lidl, où on demande de plus en plus aux travailleurs. Il faut bien reconnaître aussi que ces dernières années, le pouvoir d'achat n'a pas augmenté, voire il a même diminué. Et donc, beaucoup de gens se posent des questions, ils sont inquiets de la manière dont, de la place des travailleurs, de leur salaire. Donc, il y a de l'inquiétude, et on peut le comprendre. Et je crois que le monde politique doit l'écouter et les entendre. Okay. Une première question par rapport en fait à l'analyse de la situation économique ou du marché de l'emploi à Bruxelles aujourd'hui. Quelle est votre analyse de la situation d'une manière générale? Alors, il est évident qu'il y a une reprise, une conjoncture qui est plus favorable aujourd'hui en 2018 qu'en 2008 au sortir de la crise. Oui, il y a aussi des mesures du fédéral qui ont été prises et qui sont positives pour Bruxelles. Mais on constate quand même quelque chose d'étonnant à Bruxelles. C'est que nous avons la même diminution de taux de chômage qu'en Flandre et en Wallonie. C'est ce que j'appelle l'effet de conjoncture. Mais en réalité, nos efforts sont 3, 4 à 5 fois plus importants qu'en Flandre et en Wallonie. Pourquoi? Mais parce que nous sommes une des seules régions où la population active en âge de travailler augmente. C'est-à-dire chaque année, nous avons des croissances de l'ordre de 3 à 3,5% de la population active. Et nous devons mettre ces gens au travail. Et malgré cette augmentation de la population active, notre taux de chômage diminue de manière sensible de mois en mois, et j'attends les résultats de fin avril, de mois en mois, à la fois le chômage des jeunes et le chômage global. Il y a plus de Bruxellois aujourd'hui sur le marché de l'emploi bruxellois. Il y a 10 ans, ils étaient minoritaires, 48% de l'emploi bruxellois est occupé par des Bruxellois. Aujourd'hui, ils sont plus de 51%. Et la navette sortante augmente de manière importante, de près de 15 000 unités ces 3 dernières années. C'est-à-dire que des Bruxellois sont en capacité de pouvoir aller chercher des emplois en Flandre et en Wallonie. Nous allons parler de tous ces points très importants, à savoir la navette et puis aussi la question de la langue, le bilinguisme, etc. Mais j'aimerais bien vous poser une question en matière de formation professionnelle. Quels sont les gros chantiers à moyen terme sur lesquels vous travaillez actuellement? Alors, le premier chantier, c'est évidemment de mettre nos demandeurs d'emploi en situation d'aller chercher ces emplois. Faut pas se leurrer, les entreprises ne sont pas des mécènes. Ils ne prennent pas des Bruxellois pour le plaisir de faire plaisir, pour faire plaisir à Bruxelles. Ils prennent parce que la formation augmente. On a multiplié par 2 les formations, par 5 ou 6 le nombre de stages en entreprise. C'est-à-dire que on met des jeunes en situation de pouvoir aller chercher des emplois parce qu'ils acquièrent des compétences, malgré le fait que, il faut bien le reconnaître, 66% des demandeurs d'emploi à Bruxelles sont non qualifiés ou sous-qualifiés. C'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont pas de diplôme, ou alors, beaucoup de gens d'ailleurs viennent de pays non européens, ils n'ont pas de la Belgique, ils n'ont pas fait leur scolarité en Belgique, et donc ne peuvent pas se prévaloir d'un diplôme ou d'une compétence. Donc on a un réel problème de qualification. L'essentiel était donc de multiplier, professionnaliser nos formations. Et je crois que c'est la raison du succès que nous constatons au niveau des chiffres du chômage. Oui, vous disiez tout à l'heure que les Bruxellois sont de plus en plus nombreux à oser franchir les limites régionales pour aller travailler justement à l'extérieur, donc surtout dans le nord. Ils sont de plus ou moins 50 000 à travailler en Flandre. Est-ce que c'est une politique que vous avez entamée vous-même? Oui. Ou c'est une politique qui était déjà en vigueur avant? Non, là vraiment c'est un accord personnel que j'ai signé avec le ministre de l'Emploi en Flandre
pour que les demandeurs d'emploi qui sont suivis par Actiris, ceux qu'ils veulent ou ceux qui ont la motivation ou des prédispositions en matière linguistique, parce que pour pouvoir travailler en Flandre, il faut connaître le néerlandais, eh bien, qu'ils acceptent d'être suivis non pas par Actiris, mais par son pendant flamand, le VDAB. Et le VDAB a accepté, c'est une convention que nous avons faite, et aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a toujours en permanence plus de 400 jeunes qui sont suivis, bruxellois, qui sont suivis francophones, enfin, qui parlent le français et qui sont suivis par le VDAB. C'est une garantie aussi de trouver un emploi en Flandre parce que le VDAB est l'organisme de placement en Flandre. Et ce sont des actions très pragmatiques comme celle-là qui ont permis, je dirais, de reconquérir de manière significative. Rien qu'en 2017, nous avons augmenté de près de 2000 unités le nombre de Bruxellois qui vont travailler en Flandre. Il y a de plus en plus de jeunes Bruxellois qui bénéficient de cette formation et cet accord entre le VDAB et... Absolument. Alors c'est accompagné aussi de tests de langue pour bien tester les capacités. On a j'ai réformé totalement les chèques langues. Donc tous ces efforts pour réellement mettre les demandeurs d'emploi en situation de pouvoir aller chercher ces emplois à la fois sur le marché bruxellois, parce que souvent on entendait on n'engage pas des Bruxellois parce qu'ils ne sont pas suffisamment bilingues, qu'ils n'ont pas assez de... Etc., voilà. Et aujourd'hui, il y a des phénomènes inverses. Ça veut donc dire aussi, il faut le dire, il y a des efforts du côté de la région, des institutions, d'Actiris, de Bruxelles Formation, mais il y a une volonté dans le chef des jeunes. Donc on stigmatise souvent les Bruxellois, parce que c'est pas tout d'avoir des instruments. Si les demandeurs d'emploi n'ont pas la volonté, ne font pas l'effort, rien n'est possible. Et donc il faut aussi souligner cette volonté d'aller chercher de l'emploi. Et ça casse un peu cette image où certains Bruxellois sont en finant bien contents de vivre au chômage. C'est évidemment un cliché tout à fait faux. Tout à fait. Donc, Monsieur le Ministre, éventuellement 20% de ceux qui s'inscrivent chaque année au chômage n'ont pas le diplôme du secondaire. Quelles sont vos actions là-dessus pour permettre à ces demandeurs d'emploi d'être aptes et recevables sur le marché d'emploi? Alors là, évidemment, c'est notre grand talon d'Achille et je le regrette. Effectivement, moi, comme ministre de la Formation, j'interviens après l'obligation scolaire, lorsque les jeunes accèdent sur le marché de l'emploi. Et c'est vrai que je dois bien constater chaque année que 20 à 25% des jeunes qui viennent s'inscrire comme demandeurs d'emploi à Actiris, juste après leurs études, n'ont pas de diplôme, n'ont pas de qualification. Se sont souvent même ennuyés à l'école. Ils ont perdu leur temps, ils ont été en décrochage parfois, ils n'ont même pas connu des systèmes de délinquance parce qu'ils perdaient leur temps. Vous avez le sentiment de perdre leur temps à l'école. Et donc, il y a une réforme de l'enseignement qui est importante. Et le véritable débat, c'est de permettre à ces jeunes qui n'ont plus leur place à l'école à partir de 15 ans, c'est de choisir d'autres orientations, des orientations professionnelles, de les mettre de suite en milieu d'entreprise pour qu'ils apprennent un métier, pour qu'ils connaissent les exigences du monde du travail. Pourquoi ça se fait pas, Monsieur le Ministre? Mais parce qu'il y a aujourd'hui un blocage au niveau du monde de l'enseignement qui veut maintenir à tout prix jusqu'à 18 ans les jeunes à l'école. Mais ça marche pas. On voit et ça ne marche pas pour un certain nombre de jeunes. Regardez ce qui se passe en Autriche, en Suisse, en Allemagne. À partir de 15 ans, des jeunes qui ont des aptitudes en boulangerie, en mécanique, en peinture. Justement, ce sont des marchés économiques qui fonctionnent très bien. Mais absolument. Et en plus, ce sont des créneaux de formation qui mènent à coup sûr vers l'emploi, qui motive le jeune, qui lui donne des perspectives. Tandis que maintenir à tout prix des jeunes sur des bancs d'école alors qu'ils n'ont pas le goût des études. Et la motivation, parfois. Voilà, c'est à la fois une perte de temps, une perte d'argent, et ça peut avoir des conséquences sociales, parce qu'on peut comprendre que ces jeunes ont le sentiment d'être laissés pour compte, qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas de débouché pour eux, parce que ils ne voient pas à travers l'école une possibilité demain de se réaliser. C'est peut-être dommage, mais c'est la réalité. Et c'est pas une réalité belge, c'est dans tous les pays comme ça. Mais je ne sais pas pourquoi. Ce débat-là, j'essaie de le créer depuis près de 10 ans, manifestement, il ne percole pas. Et le monde de l'enseignement, les ministres de l'enseignement, tous les autres milieux politiques ne l'entendent pas. Je crois que si on parvenait à se faire sauter ce verrou, je crois que nous serions un pays très performant. Monsieur le ministre, vous avez entamé plusieurs initiatives très intéressantes. Depuis donc plusieurs années, de nombreuses propositions de création d'un service citoyen ont été émises. Récemment, la Wallonie a annoncé aussi qu'elle allait bientôt se
prononcé sur son projet de service citoyen. Comment est né ce service citoyen? Quel est son objectif général et comment ça fonctionne? Eh bien, donc, ça aussi, c'est quelque chose qui existe dans les autres pays. Rien qu'en France, il y a 90 000 jeunes qui, après leurs études, se disent, pendant 6 mois, 1 an maximum, je vais me consacrer à un projet de société, travailler dans une maison de repos, travailler dans un centre culturel, travailler dans des associations de jeunesse, environnementales, pour des défraiements minimum, mais qui leur permet quand même de vivre décemment. C'est volontaire. Malheureusement, en Belgique, il n'y a toujours pas de cadre légal. Malgré que tous les partis politiques, je me souviens d'avoir signé des cartes blanches avec tous les partis politiques s'y étaient engagés, il n'y a toujours pas de cadre légal. Alors, en région bruxelloise, j'ai voulu contourner cela, et seule la région bruxelloise, de manière intense, le pratique, puisque près de 160 à 170 jeunes bruxellois, francophones ou néerlandophones, peuvent maintenant faire ce service citoyen en ayant un léger défraiement, mais nous sommes toujours en attente d'un statut légal, d'une loi qui serait votée par le Parlement. Je trouve que c'est intéressant que des jeunes se posent la question, sortir des études, de dire qu'est-ce que je peux faire pour la société? Ou bien, je ne suis pas encore prêt à m'engager dans la société, mais j'ai envie d'être utile. Et en même temps, d'acquérir une formation, de mettre au service de l'autre. Je pense que c'est aussi un outil qui améliorerait le vivre ensemble dans notre société. Je trouve que toutes ces initiatives qui mènent justement vers l'autonomie du jeune et vers l'épanouissement et vers un emploi sont plus ou moins bloquées ici à la région bruxelloise. C'est bizarre. Oui, ils sont bloqués. Donc le problème de l'obligation scolaire est bloqué essentiellement au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et le problème du statut pour le service citoyen, ça c'est bloqué au niveau du fédéral. Je ne comprends pas, alors que nous savons qu'il y a un mal-être dans notre société. On voit bien qu'il y a des difficultés. On voit bien que parfois même il y a des tensions dans certains quartiers. Alors la solution, c'est pas de mettre des plaines de jeu. Oui, il faut des plaines de jeu, il faut des panneaux de basket, mais les jeunes n'ont pas envie de jouer au basket jusqu'à 65 ans. Ils ont envie de trouver leur place dans la société. Ils ont envie qu'on leur donne confiance. Ils ont envie qu'on détecte en eux ce qu'il y a de meilleur. Et les 2 pistes que je donne sont les moyens, en tout cas pour la toute grande majorité, de s'installer positivement dans la société. Il y aura toujours des jeunes qui vivront en marge de la société. On n'est pas dans une société sans risque, mais j'ai le sentiment que ces dossiers-là, pour des raisons institutionnelles, communautaires, ne passent pas la rampe aujourd'hui dans le monde politique, et je le regrette, mais je continuerai à me battre. Vous dites aussi que pour diminuer davantage les chiffres du chômage bruxellois, il faut profiter de la pénurie de main-d'œuvre au nord du pays et promouvoir l'apprentissage du néerlandais. Comment vous allez mettre ça en place? Eh bien, d'une part, maintenant, tous les demandeurs d'emploi, lorsqu'ils viennent s'inscrire pour la première fois chez Acteris, on leur fait passer un test linguistique. En fonction de leurs moyens, on les oriente vers des formations linguistiques et on leur accorde des chèques langues qui leur permet d'améliorer ces connaissances linguistiques. Et j'ai aussi parlé tout à l'heure donc de cette possibilité de faire de l'accompagnement professionnel via le VDAB. Et ça, c'est véritablement de l'immersion, parce que le jeune qui va être suivi par le VDAB, là, doit s'exprimer à 100% en néerlandais. Tout le monde n'est pas capable de le faire, mais ceux qui ont quelques prédispositions, ont déjà un petit bagage, autant les envoyer vers le VDAB, parce qu'ils seront ces Bruxellois qui vont pouvoir aller concurrencer sur le marché de l'emploi flamand. Donc c'est une autre solution, en tout cas par rapport à toutes ces propositions-là. Vous avez aussi créé en fait un mécanisme, donc un subside d'un montant de 15 000 euros maximum, avec un service d'accompagnement sur mesure pour encourager l'ouverture de commerces originaux, qualitatifs et audacieux, j'y arrive, sur le territoire de la région bruxelloise. Qui a eu l'idée de ce projet et c'est quoi l'utilité, Monsieur le ministre, de cette proposition? D'abord, qu'est-ce qu'on constate? Les politiques auparavant ne vivaient que par la création de grands centres commerciaux. Oui. Les précédents gouvernements ont décidé la création de Dox Bruxelles, bientôt de Néo. Ça, ce sont des projets qui ont été lancés. Moi, je crois que la vitalité économique de demain passera par l'innovation commerciale, c'est-à-dire des projets commerciaux qui sont neufs, créatifs, avec des nouveaux produits, des nouveaux concepts, des nouveaux services. Et je constate d'ailleurs que ces projets open source qui ont une durée de vie qui est
en moyenne 2 fois meilleur que le projet classique de commerce, dont on sait qu'il y a beaucoup de risques à ouvrir un commerce aujourd'hui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que de par le multiculturalisme bruxellois, il y a des projets qui viennent de Bruxellois, d'origine étrangère, qui viennent avec une autre manière de faire du concept, avec des nouveaux produits, avec une autre manière de consommation. Et d'ailleurs, les 2 projets derniers que nous venons de consacrer sont portés par 2 femmes d'origine étrangère et qui viennent avec une culture différente. Et je crois que la richesse de la ville sera dans une offre commerciale qu'on ne rencontre nulle part ailleurs, qui n'est pas une offre, je dirais, presque mondialisée et banalisée qu'on trouve dans les centres commerciaux, mais savoir que là, on a tel type de restauration, qu'on a tel type d'accueil, qu'il y a tel type de produit, tel type de service qu'on ne trouve pas ailleurs, c'est l'originalité. Et c'est ce qui fera, à mon avis, la dynamique commerciale de demain. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en 2018, j'ai décidé presque de doubler les moyens d'Open Soon. On passe de 400 000 à 600 000 euros pour multiplier par 2 le nombre de commerces qu'on aide pour... Et au-delà de l'aide, il y a de l'accompagnement, parce que tous ces projets sont accompagnés avant la création et pendant les premiers mois pour diminuer les risques, d'échec. Et qui peut bénéficier de ces projets Open Soon? N'importe qui comme jeune commerçant, ou n'importe qui n'est pas commerçant, mais qui a le projet d'un projet commercial, il vient le tester, il dépose un projet, on le reçoit, on travaille avec lui son projet s'il est bon, et puis on l'aide financièrement. Les 15 000 euros peuvent être augmentés par d'autres aides, comme des subsides à l'investissement pour la reprise d'un commerce, pour des subsides à la consultance ou à la formation, à l'e-commerce aussi, parce que l'achat en ligne devient de plus en plus important. Et donc, il y a toute une batterie de services. Il faut se diriger vers quel service pour avoir ce genre d'informations? S'il vous plaît? Il faut se diriger vers quel service? Il faut vers Hub Brussels, qui est la nouvelle agence que j'ai créée d'accompagnement. Hub Brussels et le 18-19, on appelle le 18-19 et on peut obtenir toutes les orientations que l'on veut, si on veut créer sa propre entreprise ou son commerce. J'ai l'impression que ce sont des projets qui sont bien sûr connus, mais pas assez chez les jeunes qui veulent justement, qui portent ce genre de projet pour pouvoir entamer une activité. Absolument. Or, la vitalité de notre région passera d'ailleurs par l'innovation entrepreneuriale, l'innovation commerciale. Mais ce qui est intéressant en termes d'emploi, c'est que ces commerces engagent plutôt des emplois qui sont non délocalisables. Ce sont des emplois locaux. C'est ce que nous avons besoin en termes de pérennité pour notre économie. C'est que les travailleurs doivent avoir l'assurance qu'ils ne seront pas basculés au gré d'une décision internationale de restructuration ou l'autre. On doit conforter les emplois délocalisables qui sont non délocalisables à Bruxelles. Donc on part sur autre chose. Maintenant, on va parler d'immigration. Quel est votre avis sur la politique de l'immigration en Belgique d'une manière générale? Et est-ce que vous êtes d'accord avec les décisions prises récemment par Franken? D'abord, je trouve que, et évidemment, qu'on ne peut pas ouvrir les frontières et permettre à tout le monde de venir dans un pays comme le nôtre. Bien sûr que l'immigration doit être gérée, mais il y a d'abord le premier principe, c'est les droits humains. D'une part, et d'autre part, il y a aussi une nécessité de penser le développement économique. Quand on voit que des régions comme la Wallonie ou la Flandre sont plutôt en diminution de la population active, mais ils doivent être contents aujourd'hui de se dire que la région qui porte le plus le poids de l'immigration des années 60, 70 et 80, c'est Bruxelles. Ce sont ces jeunes-là qui demain font les travailleurs, c'est eux qui vont travailler en Flandre et en Wallonie. Et donc, l'immigration doit être traitée de manière positive et pas de manière caricaturale et stigmatisante, comme le fait M. Franken. Ce n'est pas acceptable quand j'entends M. Franken dire encore tout récemment il nous faut une immigration choisie, et si nous avions une immigration choisie, quel modèle australien, nous n'aurions accueilli que les Syriens chrétiens venant de Syrie. Qu'est-ce que ça signifie? Si on accueille des gens venant de Syrie, c'est parce qu'ils sont dans une situation de guerre. Et quand les gens sont dans une situation de guerre, on ne regarde pas ce qu'il est, quelle est sa croyance
croyances philosophiques. Donc je n'aime pas cette manière de traiter, de stigmatiser, de se vanter sur finalement le malheur des uns et des autres. On ne peut pas accueillir tout le monde, mais même celui qui a quitté son pays, il a couru des risques, et c'est un drame humain. S'il doit être ramené vers son pays parce qu'il n'a pas le droit d'être ici, c'est un drame humain et on doit le respecter. Aujourd'hui, M. Franken se félicite chaque fois qu'il renvoie quelqu'un. Je trouve que cette manière de traiter l'immigration me révolte, d'autant plus que dans l'histoire de l'humanité, le continent qui a été le plus émigrant, c'est le continent européen. Selon vous, Monsieur le ministre, le gouvernement fédéral fait assez pour lutter contre le terrorisme? Oh là, je ne vais pas, moi, flirter sur ce sujet. Je crois que le terrorisme et la forme qu'il prend est tellement difficile à combattre parce que n'est pas finalement si structuré qu'on ne le dit, et c'est davantage au niveau, hélas, parfois des mentalités ou du lavage de cerveau qu'on parvient à inciter des pauvres gens, souvent, à commettre des actes irréparables. C'est évidemment très difficile de combattre cette espèce de manipulation intellectuelle des esprits qui est menée. Mais ce que je crois, c'est que les États européens ne font pas assez parce qu'ils ne se coordonnent pas suffisamment. Encore aujourd'hui, il n'y a pas de coordination suffisante pour étudier les flux entre pays, au niveau des aéroports, des gares, etc. Et donc, on peut toujours s'étonner de voir que des terroristes qui sont finalement fichés dans tel pays ne le sont pas dans tel autre pays européen. Donc, on ne fait pas encore assez d'efforts en termes de coopération européenne, et donc chacun des États fédéraux, États-nations, ont donc une responsabilité de ne pas créer les éléments au niveau européen d'une meilleure gestion dans la lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'on peut considérer, par exemple, le fait de ne pas avoir assez géré ou créé de l'emploi, par exemple, dans des communes comme Molenbeek, qu'on a ce genre de résultats, à savoir des problèmes de radicalisme qu'on a connus, que le monde entier a connus. Pour revenir de manière positive ce que j'ai dit au début, si on avait donné beaucoup plus de poids, de perspectives et d'avenir et d'espoir à des populations qui habitent par exemple à Molenbeek, sans doute qu'on n'aurait pas connu des cas de désespérance. Il est évident que virer vers des actes de folie, que sont des actes de kamikaze et autres, résulte sans doute parfois de gens pervers, volontairement délinquants, sans doute, mais aussi de gens qui sont en situation de désespérance et qui ont le sentiment qu'ils n'ont plus de place dans la société. Et moi, je vous ai donné au moins 2 exemples de place dans la société le plus vite possible, donner à des jeunes des perspectives d'avenir, donner à des jeunes la possibilité de s'engager pour la société, mais aussi traiter le plus tôt possible. L'erreur que nous avons commise en région bruxelloise, je l'ai souvent dit, c'est que nous avons pensé que nous allions améliorer le sort des populations les plus fragilisées uniquement en travaillant sur le bâti, en investissant dans les immeubles, dans les places publiques. C'est important, c'est essentiel, dans les infrastructures, c'est essentiel, mais on a insuffisamment travaillé sur les gens. On s'est davantage occupé des briques que des habitants eux-mêmes. Et moi, mon travail, c'est au contraire d'abord travailler avec l'humain. L'humain peut accepter de vivre parfois dans des conditions plus difficiles, mais s'il a une possibilité, un espoir de s'en sortir, les choses s'amélioreront. Mais vivre dans un quartier, une place ou face à une place publique qui a été rénovée, mais aucun espoir de trouver à terme une place dans la société, on aura fait des investissements urbanistiques en vain. Justement. Quelle est votre recette ou votre perception par rapport au vivre ensemble sur la commune, sur votre commune d'abord de Dergem et aussi à Bruxelles? Je suis toujours, subjugué de ce que, finalement, à Bruxelles, par rapport à d'autres régions, prenons Anvers par exemple, nous ne connaissions pas des montées aussi importantes de l'extrémisme. On pourrait se dire, vu la composition de la population, que c'est là que devraient émerger des forces extrémistes
dans tous les sens du terme, hein, et de tous côtés d'ailleurs, et on constate que c'est à Bruxelles que les partis extrémistes font les scores les plus médiocres. Par exemple, à Anvers, on voit bien que là, à un moment donné, on a craint que l'extrême droite, et aujourd'hui, il faut bien reconnaître que la NVA n'est peut-être pas un parti d'extrême droite, mais enfin, il est très à droite, et très stigmatisant. Eh bien, on peut s'étonner. Et je crois que ça tient au fait que malgré tout, il y a des politiques de proximité, des politiques d'encadrement, de suivi, des éducateurs de rue, des gens qui travaillent avec les jeunes. Nous sommes, la marmite, elle bout. Si on veut faire diminuer la pression, je crois que, on doit redonner de l'espoir aux jeunes, on doit concrètement investir dans l'éducation et dans la formation. Comment peut-on mettre en place un projet du vivre ensemble, par exemple, à Bruxelles, alors que de l'autre côté, nous avons un parti islam qui parle de l'instauration d'un État islamique et voilà, donc qui va donc un État islamique avec une procédure et avec des lois de la charia qui vont justement qui vont gérer ce parti au niveau de... C'est un parti extrême et qu'est-ce qu'on constate? Aujourd'hui, on constate que certains politiques n'ont que comme objectif de créer des ruptures, des fractures, d'opposer les uns aux autres, de vouloir créer des modèles différents en ne respectant pas les cultures des uns et des autres. Moi, je crois, et moi, mon travail, c'est au contraire de faire la synthèse, d'essayer de dire tout le monde a sa place dans la société, tout le monde doit être respecté. Et c'est la raison pour laquelle la région bruxelloise, à mon initiative, a été la première à adopter une ordonnance de lutte contre la discrimination. C'est un message fort, c'est de dire que oui, toute personne qui vit sur le territoire a les mêmes droits. Et il faut combattre toute institution, personne, employeur, propriétaire qui discriminerait au regard de critères philosophiques, d'origine, du sexe, etc. Ça, c'est intolérable. Je crois qu'il faut qu'on reprécise les valeurs et je pense que quand on aura réussi, ce que j'espère, à la fois remettre l'humain au cœur des politiques, d'avoir recentré nos moyens autour de l'éducation, de la formation, d'avoir combattu toutes les formes de discrimination et d'avoir un discours qui est inclusif et pas exclusif, un discours qui fait la synthèse et pas qui crée la rupture, je pense que les choses s'amélioreront encore. Le quartier Peterbos à Anderlecht a vu ces derniers temps aussi des tensions très dures. Existait-il, selon vous, Monsieur le Ministre, des zones de non-droit en Belgique ? Non, mais il reste des zones difficiles, il reste des bandes urbaines, il reste la délinquance, il reste des mafieux qui veulent contrôler parfois des territoires, notamment pour la vente de drogue. Mais ça n'est pas le propre de Bruxelles. Il y a un grand débat sur les banlieues en France. Tout récemment, il y a eu des problèmes et des émeutes à Anvers, où le trafic de la drogue est très important. Il y a eu des actes de violence importants. Donc, une fois encore, je sais que certains utilisent le Peterbos pour stigmatiser, pour, je dirais, aussi cacher les problèmes que eux-mêmes connaissent dans leur propre région, en Flandre notamment. Je ne veux pas dire qu'il y a que des anges au Peterbos. Il y a évidemment des voyous et il faut rappeler les notions d'ordre, mais il faut aussi travailler avec tous ceux et celles qui ont été délaissés. Et j'en reviens au début de notre interview, à qui on n'a pas donné l'espoir de pouvoir s'en sortir. Quand on se sent prisonnier, qu'on a l'impression que on est né au Peterbos dans une famille sans emploi, qu'on sera demain une famille sans emploi et qu'on n'a pas d'avenir, il est évident que ça crée de la désespérance. Et donc on doit vraiment refaire la politique en sens inverse et se concentrer sur toutes les politiques qui touchent directement l'homme dans sa capacité de s'émanciper et d'être autonome. En tant que ministre de l'économie, je vais vous poser une question, alors que peut-être que ce n'est pas de vos compétences, c'est plutôt les compétences de Pascal Smith. Uber et les chauffeurs de taxi qui ont manifesté pendant plusieurs jours, justement pour demander l'arrêt de Uber, ou soit de réglementer en tout cas ce marché. Qu'est-ce que vous en... Alors moi je suis évidemment pour un marché qui est
sans concurrence déloyale. Et il est clair que Uber aujourd'hui est un système économique qui est organisé autour d'une forme de concurrence déloyale. Tout simplement, il ne paye pas la TVA sur l'entièreté des commissions. C'est évidemment inacceptable par rapport au secteur de taxi. Mais je dis aussi au secteur de taxi, on doit se moderniser, on doit accepter des nouvelles technologies, de nouvelles méthodes de paiement, des nouvelles manières de rendre les services, d'être plus flexible pour le citoyen, et donc on doit sortir aussi d'une espèce de marché fermé. Donc il y a à la fois une nécessité de modernisation, mais en même temps, j'ai rencontré Uber la semaine passée, j'ai reçu les documents, je leur ai dit, moi je ne peux pas accepter votre système tant que vous n'êtes pas à pied d'égalité, tant que vous faites du dumping. Évidemment, le problème c'est que les aspects fiscaux ne sont pas de la compétence de la région, et il faut bien reconnaître qu'à cet égard, le fédéral se refuse aujourd'hui de légiférer pour imposer à Uber, par exemple, le paiement intégral de la TVA. Et donc, il y a une espèce d'illégalité dans la légalité, puisque le fédéral ne s'est pas prononcé, et c'est donc parfois difficile de combattre le système Uber. Je crois aussi qu'il faut ne pas, encore une fois, opposer un système à l'autre. Le système des taxis est un système indispensable, avec des salariés, une organisation qui est appropriée. Le système Uber est intelligent au niveau de la plateforme technologique, mais elle est incorrecte au niveau des aspects fiscaux. Alors, pour conclure notre agréable entretien, Monsieur le Ministre, je vous propose de compléter ces quelques phrases. Aujourd'hui, l'homme avec un grand H devrait davantage développer un sens collectif et refuser le repli individualiste à tout craint. Dieu, pour vous, est c'est la valeur morale au-dessus de tout. Être un homme politique aujourd'hui, c'est difficile dans un contexte de critique et dans le contexte aussi des affaires qui ont frappé la classe politique, parce que ça pénalise tous ceux qui font correctement leur travail. La Belgique de demain sera, je l'espère, un fédéralisme réel de coopération, et ça ne sera pas le rêve voulu par la NVA d'une dissolution de l'État et d'une mise sous tutelle de Bruxelles. Monsieur le ministre, merci de votre confiance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Madame, Monsieur, c'est ici que se termine la chronique politique Voix de Fait de ce soir et à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis.